Bonsoir à toutes et à tous, très contente de vous rejoindre pour notre dernier rendez-vous de l'actualité pour cette semaine. Au sommaire, de plus en plus de voix continuent de s'élever pour exiger la mise à l'écart des conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption de la BNC. Le groupe Montana, signataire de l'accord du 3 avril, exige également leur départ de manière catégorique. Le Parlement salvadorien a approuvé mercredi l'envoi de 80 soldats pour rejoindre la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti avec 57 votes en faveur sur 60. Ce contingent privilégiera une approche humanitaire plutôt qu'une intervention brute. Également au titre de ce jeudi, le cacao haïtien est mis en avant au Salon mondial du chocolat 2024 à Paris avec une délégation de 6 entreprises de la filière cacao soutenues par l'Organisation internationale du travail dans le cadre du projet Profit financé par le ministère norvégien des Affaires étrangères. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Les signataires de l'accord de Montana ont adressé une lettre au Conseil présidentiel de transition pour exprimer leurs vives préoccupations face à la crise en Haïti et pour appeler à des actions immédiates. Ils demandent l'éviction des conseillers impliqués dans un scandale de corruption ainsi que la destitution du gouvernement dirigé par Gary Coney. Ils proposent également la création du Conseil national de sécurité, de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale et la révision du comité Justice et Vérité. Par ailleurs, ils insistent sur des nominations pour renforcer la gestion locale. Il est matériellement impossible de mettre la Haute Cour de justice en place dans le contexte actuel et donc de poursuivre les 3 conseillers qui exercent une fonction présidentielle, affirme Maître Patrick Laurent. Par contre, le conseiller juridique de Radio-Télémétropole rappelle que des faits de corruption commis en 2024 ne seront prescrits qu'en 2044, ce qui laisse le temps de les poursuivre lorsqu'ils ne seront plus en fonction. Nous écoutons l'analyse de Maître Patrick Laurent. Moi, je pense, si mon a une attribution président, la fonctionner quand président, il a un privilège présidentiel et le traitement, et l'attribution, et ouais, qui problème qui vient, on t'a posé hier entre CTCA et la primature, que nous avons parlé d'un problème de pouvoir qui est plus autorité que l'autre. Et dans ce sens-là, ils ont même tombé dans le cadre article 186 là, n'en déplaise à de l'autre monde qui pensait que c'est des citoyens ordinaires. Déjà, c'était un danger pour la République pour mettre des gens à exercer attribution présidentielle sans des privilèges présidentiels. Donc, les privilèges présidentiels, ce n'est pas seulement traitement, c'est tout légal. Question, ils devant au juge d'instruction. Et ça dépend de qui argumentaire avocat. Les avocats qui ont argumentaire, ils vont le voir au juge là. Le juge là va communiquer argumentaire là, par le commissaire gouvernement, pour le commissaire gouvernement rendre réquisitoire. Le juge là lui-même, il peut l'apprécier, il va le décider. Moun qui ouais question comme c'est des présidents qui ont dit que le juge là a un obstacle à la poursuite, à ce moment-là, c'est pour un dossier qui va le classer sans suite. Le juge a le droit, pour monsieur ça, comme il a une fonction présidentielle et il considère comme président, les cas sur soi à leur instruction. Mais il faut dire aussi, ça a reproché président ou bien conseiller président, c'est une infraction qui est liée à la corruption. Et type d'infraction, ça, la loi sur la prévention et la répression de la corruption, précisé, si un monde a reproché un fait qui est qualifié de corruption, et s'ils ont position que poursuite là, pas qu'à enclencher à cause position, à cause de l'influence, eh bien, l'elle pas en position ça encore, il y a poursuivi. Et comment qui est très important. Si on reproche au monde une infraction de la corruption, qui est liée à la corruption, pour de vin, trafic illicite, et blanchiment, et enrichissement illicite, type d'infraction ça, il y a 20 ans
depuis les commettre pour faire ça, les prescriptions. Ça veut dire qui ça? Si on reproche un nègre de trafic d'influence, on reproche de pot de vin, jeudi 31 octobre là, 2024, fait ça commettre, il a la connaissance des autorités, il n'a pas poursuivi vous, ou gagnez jusqu'à 31 octobre 2044 pour ne pas venir souffrir ça encore. Si ouais, de la prescription dit son normal, il n'a pas poursuivi, il connaît le fait. Si c'est parce que tu es président, parce que tu es premier ministre, parce que tu es ministre, qui fait un obstacle à la poursuite, délai de prescription pas commencer aujourd'hui. C'est très important, ça me dit. Je dis à ministre, mon président ou mon conseiller président, je dis que je ai une attribution présidentielle. Ou pas qu'au cas, si je ne pas démissionner, il faut me destituer, organique pour destituer, pas exister, je vais argumenter ça. Je dis ou même, juge ou pas poursuivre. Et puis, juge là, épouser argumenter parce que son juge il va décider, par contre, il a décidé. L'épouser argumenter, il mettait, il rend ordonnance pour dire, il y a un obstacle à la poursuite parce que les gens qui viennent devant nous, au niveau de la personne, même comme juridiction, c'est juge qui a jugé, mais les gens qui viennent devant nous, rationné personnel, ils ont un privilège de juridiction parce que une fonction à occuper. Eh bien bon, il n'y a pas de cas poursuivre, c'est parce que le président, délai de prescription a commencé à courir à partir de l'homme quitter fonction. Si certains appellent à la mise à l'écart des 3 membres impliqués dans le dossier, d'autres demandent le renvoi immédiat de tous les membres du CPT et du gouvernement. C'est le cas du collectif du 4 décembre qui s'est dit inquiet de la crise sociopolitique en Haïti et demande le départ immédiat du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement du Dr Gary Coney, qu'il juge inefficace et marqué par des scandales de corruption et des tensions internes. Il propose de confier la présidence à la Cour de cassation, comme le prévoit la Constitution de 1987, et recommande le retrait du Premier ministre pour permettre une transition sans corruption ni privilèges, visant des élections apaisées et bénéfiques pour le pays, avec le soutien de la population. Jean-Robert Argan, responsable du collectif, est avec nous sur le plateau pour en parler. Bonsoir, Monsieur Jean-Robert Argan. Merci infiniment de votre présence. Merci de l'invitation. C'est vraiment agréable de passer ce moment-là avec vous et les téléspectateurs. Bonsoir. Dans une note datée du 28 octobre 2024, le collectif 4 décembre et d'autres organisations de la société civile appellent au renvoi du CPT et du gouvernement. Pour quelles raisons? Bon, nous sommes en train de vivre la déchéance complète de notre pays. Notre pays est exposé vraiment à... Notre pays vise le bas-fond total. Ce sera l'éclatement. Rien de positif et ne se prononce devant nous. Nous avons un conseil présidentiel de transition. Nous avons une primature, 2 entités à gérer notre pays, toutes 2 entités catapultées de l'extérieur. Et maintenant, nous vivons le combat entre les deux. Et dans ce combat-là, qui paie les conséquences de ce combat? C'est nous autres. Et notre pays qui s'enlise. Et pour cause, nous avons fait le constat, d'abord, de la perte de crédibilité en ce conseil présidentiel, une perte de crédibilité totale, due justement aux déclarations et au fait qu'au moins 3 des 7 ou 9 membres ont été indiqués ou inculpés par l'unité de lutte contre la corruption. Maintenant, lorsque vous avez un conseil qui représente la présidence et que vous ayez une carte de visite aussi vilaine, ceci détruit notre pays. Il y a ça. Ensuite, il y a la dissension la division qui existe entre les deux. Les deux têtes qui doivent diriger le pays, qui devraient se mettre ensemble pour nous apporter une solution aux problèmes que nous confrontons tous. Ces gens-là, c'est le combat de coq qu'il y a entre eux. Maintenant. Donc à ce moment-là, la performance n'existe pas, il n'y a plus de synergie, il n'y a plus d'entente et l'un surveille l'autre
et toute son énergie vers comment saper et l'autre, et qui est-ce qui paie? Nous payons la conséquence parce qu'il n'y a rien de constructif qui s'en sort. Maintenant, donc c'est une destruction et ça ouvre la voie à quoi? Ça ouvre la voie à ce qu'on appelle l'ingouvernabilité de notre pays. Maintenant, un pays devenu ingouvernable, vous devenez une menace pour vos citoyens, une menace pour vos voisins et une menace éventuellement pour toute la zone. Alors, il est évident que nous avons besoin d'une solution et selon Collectif 4 décembre, solution ça, c'est on juge dans la Cour de cassation qui t'a doué prendre tête présidence là. Pour qui ça, y a tel choix? Est-ce que selon nous-mêmes, c'est le meilleur choix pour diriger la transition aujourd'hui? Bon, de toute façon, ça peut le tailler dès le départ. Maintenant, il y a eu des enjeux en dessous et il y a eu l'influence d'entités étrangères et on s'est écarté d'une voie tracée par la Constitution. Quelle voie? Quand les vacances présidentielles, vous allez à la Cour de cassation. D'autant plus que nous avons eu une expérience nettement positive quand on a eu recours à la Cour de cassation. C'est quand on a eu Mme Herta Trouillon en 1990, qui menait élection et qui a fait des bonnes élections. Est-ce le même contexte aujourd'hui? OK. Maintenant, il s'agit de mettre en place ce qu'il faut mettre en place pour l'accompagner. Maintenant, quand vous mettez de côté une affaire qui a eu des résultats positifs et que vous venez avec une bagaille sortie d'on ne sait où, de quelle tête pour nous mettre 7 personnes, 9 personnes pour représenter la présidence, ça frise le ridicule pour ne pas dire vraiment c'est pas près de pour rien. Maintenant, la preuve, c'est que déjà au niveau du Conseil, il y a cet éclatement-là, cette explosion-là, parce que au milieu d'eux, il y a de ces entités, de ces jeunes, de ces personnalités qui font honte pratiquement à la nation. Maintenant, lorsque les autres, auprès de toi, vous avez 4 autres. Dans 4 autres, il y a un bonhomme, ou du moins de la presse, qui dénonçait une autre membre pour complot, assassinat contre lui. Bref, il y a au moins 4 sur 7 qui sont sous une mauvaise pente. Maintenant, les autres qui seraient, entre guillemets, seraient en grand majuscule, sains, ou chita avec eux. Donc, vous venez complice de ces trois-là. Maintenant, donc on voit, maintenant, je ne regarde pas les individus, je ne suis pas là pour juger Mounio, mais ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et notre pays. Donc, je parle de l'institution elle-même, qui est cette présidence-là, qui et même avec la classe politique là, qui échoue lamentablement, ils ont échoué lamentablement, ni eux, ni Primature là. Primature là, parce que Primature là, ce sont les deux têtes. On veut avoir deux têtes bicéphales. Maintenant, quand vous avez déjà cette discussion-là entre ces entités, les choses sont extrêmement difficiles. Maintenant, certains vont nous dire que nous partons pour un cycle perpétuel. Nous savons qu'il y avait eu le gouvernement d'Ariel Henry, il y a eu des contestations. Nous avions eu justement cet accord du 3 avril qui a donné naissance au CPT et au gouvernement. Est-ce qu'il n'est pas fait de trop, justement? Ben oui, et on va regarder toute grande origine, même toute société, c'est des gens qui étaient téléguidés. Mais vous pensez que choix juge la Cour de cassation, c'est un monde qui n'est pas téléguidé? C'est le choix qui se rapproche le plus de la Constitution. OK? Maintenant, la gestion entre deux personnes est beaucoup plus facile que celle entre 7 ou 9 qui déjà ont des problèmes avec eux et ou l'autre. Donc, c'est encore beaucoup plus difficile. Maintenant, donc on peut aller plus facilement, on peut plus facilement gérer deux personnes que de devoir gérer et des équipes qui ne s'entendent pas. Maintenant, et ce qu'il y a, c'est que quand on regarde les résultats aujourd'hui, vous prenez les deux qui sont là, de qui là, vous avez le conseil présidentiel de côté et la primature de l'autre. Aujourd'hui, ça leur fait 6 mois et quelques. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé de positif pour notre pays, pour nos Haïtiens, de façon que nous n'ayons pas à vivre au jour le jour, à entendre bandit gaïzon ça, il n'y a que des promesses, que de belles paroles, on fait parole mettez là, et rien de concret, alors que leur toute première obligation était de commencer à restaurer la sécurité pour que nous puissions au moins envisager d'aller vers des élections dans un avenir plus ou moins
proche, nous dirons. Mais on n'en est pas là. Donc, on est en train de perdre le temps, on est en train d'exposer notre pays, on est en train de devenir une menace de notre pays. On a encore de plus en plus d'Haïtiens à fuir, nous avons de plus en plus de crimes, nous avons de plus en plus de stress, nous avons de plus en plus de bandits, de plus en plus envahis là. Bref, c'est vraiment, on est en train de détruire notre pays. C'est comme si là, tu parlais de un complot international pour la destruction de notre pays. On ne peut pas l'accepter. Et nous avons le choix. Nous avons souhaité que nous rebattre quatre là, aller vers la cassation, comme ceci est indiqué dans la Constitution. Vous auriez un président de la cassation, vous auriez aussi un Premier ministre qui devrait être plus corsé que celui qui est là actuellement. Et maintenant avec la différence que ce Premier ministre ne devrait émerger d'aucun secteur politique. Maintenant, donc un choix que le président issu de la Cour de cassation va faire. Oui, et certainement, il va certainement discuter avec les autres ou d'autres... Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce qu'on a aujourd'hui, c'est un résultat, justement, un fruit de Chita Palais qui était gagné et par plusieurs organisations. Parce qu'on avait dit, justement, c'est un accord qui inclut tout, qui est inclusif. Totalement vrai. Mais Kounia totalement vrai. Qui gens ça le fait? Totalement vrai. Avec différence que tout accord soit fait et où est le résultat, il y a eu des accords pour pouvoir, pour avantage, pour privilège, mais pas pour question pays qui fonctionne là. Je dis, il faut qu'il y ait question de pays. Pays. Et c'est ça l'essentiel pour nous. Et si on a ça comme vision, comme but de revoir le pays et de façon que finalement on puisse commencer à circuler, que la vie commence à reprendre, là, on peut facilement faire. Et c'est pour ça que peut-être les autres personnes, les autres entités, les organisations, même ça qui est là, si on voulait éventuellement, parce qu'il n'y a pas 100% ou 100% tout mauvais, qui est définitivement pas bon, mais qui est capable avec eux. Ce sont des Haïtiens. Maintenant, mais la gestion devrait être faite entre deux personnes. C'est beaucoup plus facile de faire les choses entre deux personnes qu'avec un bon monde qui est déjà issu de secteurs différents, de visions différentes, etc. Jean-Robert Argan, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir et bon, on attend que vraiment nous allions vers une gestion de notre pays beaucoup plus saine et beaucoup plus simple avec la participation de tous nos citoyens. Merci. Merci encore. Voilà donc les précisions de Jean-Robert Argan, coordonnateur du collectif du 4 décembre. Il était l'invité de Maître News ce soir. Avec lui, nous abordions les sujets liés à la situation politique du pays. Merci de votre fidélité à Maître News. Autre grand point de l'actualité, Jean-Tel Joseph, le leader de la structure Opposition Plurielle, a été victime d'une tentative d'intimidation de la part des agents de la PNH, selon les déclarations de Maître Caleb Jean-Baptiste. L'avocat, également membre de cette structure, précise que l'incident s'est produit alors que les partisans de Jean-Tel Joseph se rassemblaient pour une conférence de presse ce jeudi. Maître Jean-Baptiste affirme que Jean-Tel Joseph n'est pas entre les mains des forces de l'ordre, qualifiant l'incident d'intimidation et de persécution politique. Parallèlement, le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, contacté pour fournir sa version des faits, a nié les allégations et a refusé de commenter les déclarations de Maître Caleb Jean-Baptiste. Toujours dans ce chapitre, la police nationale d'Haïti a arrêté 2 individus, dont le policier Jean-Renel Pierre, le 30 octobre 2024, en possession de plus de 2675 cartouches. Ce policier, membre de la 21e promotion, était affecté à la CATIM, une unité responsable de la sécurité présidentielle. Selon le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, l'arrestation a eu lieu lors d'une filature effectuée par des agents du commissariat de Pétionville. Les précisions du commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. Jean-Renel Pierre, c'est un policier 21e promotion qui est affecté dans l'unité sécurité présidentielle 4 teams. Hier après-midi, 30 octobre 2024, dans rue l'ouverture dans Pétionville,
dans une banque commerciale. La police t'a informé, t'a gagné un certain Muller qui était dans la banque là. Muller, ça, d'après information que la police gagne, c'est un homme qui fait partie de gang, un groupe qui a les têtes qui crachent du feu, et la police a gagné information que Muller, ça, il est dans la banque là. Immédiatement, la police a monté une brigade pour filaturer et gagner contrôle véhicule que la police a identifié que était à bord là. Véhicule ça, c'est un Kia K27000. C'est un pick-up couleur bleue qui est matriculé BB 22021. Bon, 4h22 minutes. Agent l'audio t'a réalisé et t'a constaté que un individu qui portait uniforme 4 team t'est approché véhicule là. Rapidement, policiers qui étaient dans la filatia demandé l'individu ça pour t'identifier. Et rapidement, ils ont procédé à l'interpellation individu ça et ils ont identifié sous le nom policier Jean-Winel Pierre. Rapidement, ils ont accompagné Jean-Winel Pierre dans le commissariat Pétionville là et procédé à une fouille en présence de Jean-Winel à véhicule ça. Qui ça vous avez là-dedans? 237 000 gouttes. Un téléphone iPhone 14 Pro Max, un téléphone iPhone S5, un téléphone Galaxy S8, un pistolet Mac Glock calibre 9 mm, série LML 824, 18 cartouches 9 mm, un chargeur. Ils jouent 100 cartouches 762, 3 cartouches 556 que nous avons gardé dans différentes boîtes que nous avons là. C'est en total 2574 cartouches 762 que vous jouez dans une autre boîte. Vous mettez plusieurs cartouches ensemble de différents calibres. Les bails ont un total de 2695 cartouches que vous jouez dans la machine que le policier ça a conduit. J'en ai sorti là 3 téléphones portables, etc. C'est ensemble de munitions que vous jouez en possession policière pendant nos situations côté trafic de munitions et de trafic d'armes. C'est une situation qui a empoisonné et population qui a limité et accès population qui a dérangé bien-être population. Donc la police là, elle était vigilant et par rapport avec ça, et chaque fois un policier malheureusement trouvé dans la situation ça, donc la police là fait tout ça qui dépend de lui. Donc pour poser la question et transférer par devant autorité de droit et eux-mêmes appelé à dire le droit. Pas oublier décision capable à la fois administrative et judiciaire. Si c'est une faute administrative, l'inspection générale est là pour mener enquête là. Et quand il s'agit d'une situation qui a rapport à un crime, donc il déféré par devant autorité judiciaire. Concernant la mission multinationale, le Parlement salvadorien a approuvé mercredi l'envoi de 80 soldats pour intégrer la mission multinationale en Haïti, avec 57 votes favorables sur 60. Selon le ministre de la Défense René Merino Monroy, ces militaires expérimentés dans la lutte contre les gangs sont bien préparés pour agir dans des environnements complexes. Il a précisé que leur mission en Haïti vise à protéger les civils et à restaurer la paix, privilégiant une approche humanitaire plutôt qu'une force brutale. Autre nouvelle, Dialogue Interfemmes a célébré ce vendredi les 24 ans de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. La responsable de cette structure, Pedrika Saint-Jean, a appelé à renforcer la place des femmes dans les processus décisionnels en Haïti.
à lutter contre les discriminations et à promouvoir le respect des droits des femmes. Elle a également rappelé l'importance d'appliquer les principes de la résolution 1325 lors de cette deuxième édition de l'événement. Bon, 24e anniversaire résolution 1325 là, livre dit 24 ans depuis Conseil de sécurité des Nations Unies, t'échite avec tout État membre pour lui écrire un texte pour impliquer femmes dans le rétablissement paix et sécurité dans le pays qui a un conflit en Haïti. Nous trouvons que c'était une belle initiative, mais malheureusement, nous-mêmes en Haïti, bel texte, belle résolution ça, en secteur privé, ensemble avec l'État haïtien, ils ont passé l'embapier ou du moins ils ont mis le tiroir. Comme nous connaissons en pile fois et nous gagnons parlementaires ou bien autorités qui allent dans les Nations Unies et qui signent des textes de loi, des conventions, des accords, des protocoles de tout genre, et puis ils ont juste fait conférence de presse, ils ont dit qu'ils ont signé, et puis l'applicabilité, c'est zéro. Alors nous-mêmes dans le secteur et dans la société civile, là, dialogue interfemmes, nous dit que la résolution 1325 est trop important pour nous-mêmes femmes qui sont victimes au quotidien. Nous-mêmes femmes avec des filles qui sont violées, qui subit toute forme de violence et quand ça vient à la mode, c'est lever moun et puis prendre organes pour y aller vendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander l'argent. Ça veut dire pour toute bagarre qui arrive dans la société, nous ne pouvons pas gagner bel texte, nous ne pouvons pas gagner belle résolution ça et puis nous-mêmes pour nous quitter que l'État haïtien quitte l'antirois. Nous-mêmes nous prenons bâton pèlerin nous dit que l'année dernière nous étions là, année ça nous là et prochaine étape c'est aller dans tout département pour nous capables de mobiliser organisations femmes féministes pour connaître que texte ça existait, résolution ça existait et yo doit faire de résolution 1325 là cheval de bataille pour capable impliquer comme actrice, c'est pas comme victime. C'est chaque jour femme active et victime, mais il faut que connaisse que yo gen droit participer et c'est pas même droit même, c'est un impératif pour femmes actives participer dans la paix et la sécurité pour tourner la caille. Ce n'est pas moun qui vient faire pour nous, ce n'est pas MMS, ce n'est pas MSP, ce n'est pas rien, c'est femmes. Ni sa victime, ni sa poko victime, parce que nous ne connaissons pas qu'il y a victime, qui pour prendre bâton pèlerin pour prêcher la paix et puis pour être capable de travailler pour insécurité, kaba et de quoi pour Haïti, qui est un pays qui vit dans la sécurité. C'est nous pour faire. On referme la page nationale de Metro News sur une bonne nouvelle pour Haïti. Le cacao haïtien est mis en avant au Salon mondial du chocolat 2024 à Paris, avec une délégation de 6 entreprises de la filière cacao, soutenues par l'Organisation internationale du travail dans le cadre du projet Profit, financé par le ministère norvégien des Affaires étrangères. Ce projet a amélioré les conditions de vie de plus d'1 millier de petits producteurs dans la Grand'Anse, en augmentant les ventes de produits à forte valeur ajoutée. Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, 75 tonnes de cacao frais ont été transformées en 25 tonnes de cacao fermenté qui ont été exportées en 2023. Pour en parler avec nous via Zoom, Fabrice Leclerc, le coordonnateur national de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. Monsieur Leclerc, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir, madame, enchanté. Le cacao haïtien en vedette au Salon mondial du chocolat et de la pâtisserie 2024 qui se déroule à Paris du 30 octobre au 3 novembre. Parlez-nous, monsieur Leclerc, brièvement des événements qui ont conduit justement à la participation de la délégation haïtienne. Bien, merci. Bonsoir à tout le monde. Oui, l'Organisation internationale du travail, qui est une des 19 agences des Nations Unies présentes sur le sol haïtien, a démarré un projet qui s'intitule Profit, que nous voulions aussi parlant pour les petits agriculteurs du département de la Grand'Anse. Profit signifie projet de renforcement des opportunités agricoles par la formation et l'investissement technologique. Nous l'avons démarré en décembre 2020 avec un financement du ministère des Affaires étrangères de la Norvège.
et nous en sommes à la deuxième phase qui a démarré en février 2024, une deuxième phase qui doit durer 4 ans et qui doit permettre de consolider les résultats obtenus lors de cette première phase, à savoir la création d'un centre de fermentation moderne de grande taille et d'unités de transformation du fruit à pain. Alors, l'activité phare, effectivement, de la deuxième phase de ce projet Profit est cette participation au Salon mondial du chocolat afin d'ouvrir les marchés aux entreprises privées qui nous accompagnent dans la délégation haïtienne, à savoir les entreprises Caléos qui exportent des fèves fermentées sur la plupart des marchés européens, et l'entreprise Kaona qui est basée à Chambellan et qui vend donc du chocolat en boule et en tablette, mais également du beurre de cacao et d'autres produits dérivés, comme notamment le crémasse bien connu en Haïti. Et dans la délégation, nous avons également le président d'une plateforme de coopératives, Placaga, qui regroupe plusieurs coopératives de la Grand'Anse, sur les 5 communes sur lesquelles nous opérons. Monsieur Leclerc, quels sont donc... Oui, je vous en prie. Oui, quels sont donc les principaux objectifs de la délégation haïtienne vis-à-vis de ce sommet? Alors oui, donc comme je l'ai dit, c'est d'ouvrir de nouveaux marchés et également de prendre connaissance des réalités de ce marché, puisque c'est le marché qui dicte en fait les besoins en termes de qualité, de quantité et de saveur, puisque Haïti n'est pas le seul pays qui produit du cacao. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le cacao haïtien est très prisé. Et en fait, si on pouvait produire 10 fois la quantité qui est fermentée actuellement dans la Grand'Anse, on la vendrait sans aucun problème. Maintenant, agit de cette expérience, puisque le sommet a débuté le 30 octobre. Comment se passe l'expérience, notamment pour le cacao haïtien? Eh bien, ma foi, très bien, puisque la première journée, nous avons déjà eu la confirmation d'une commande ferme de 25 tonnes pour les fèves fermentées et que le gros de la participation à ce salon démarrera demain, donc pour les 1, 2 et 3 novembre, là où nous aurons énormément de visiteurs et donc nous imaginons également beaucoup de demandes pour les entreprises qui participent sur le stand de l'Organisation internationale du travail en Haïti. Comme dernière question, vous l'aviez dit, vous espérez qu'il y ait beaucoup plus de demandes. Outre cette demande que vous voulez, est-ce qu'il y a d'autres atteintes particulières que vous aimeriez pour les journées qui sont restantes? Eh bien, donc, bon, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons eu l'occasion avec la délégation haïtienne, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est non seulement pour ouvrir le marché, mais c'est aussi pour prendre connaissance des réalités de ce marché. Nous avons visité une grande chocolaterie basée à Tours et qui est fidèle cliente de l'entreprise Caléos depuis 12 ans et qui a suivi donc, et soutenu cette entreprise malgré toutes les difficultés que l'entreprise a pu connaître pour exporter, que ce soit à cause de l'ouragan Matthew ou d'autres problèmes sécuritaires récents qu'a connu le pays. Et donc, ça a permis à nos invités, donc l'association de femmes et la plateforme de coopératives, de se rendre compte en fait de tout ce que le développement de la chaîne de valeur du cacao implique et pourquoi telles exigences de qualité existent. Monsieur Fabrice Leclerc, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Excellente soirée. Merci à vous aussi. Merci.
Merci. Voilà donc les propos de Fabrice Leclerc, coordonnateur national de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail. Il était avec nous pour nous donner un aperçu de ce salon mondial du chocolat et de la pâtisserie qui se déroule à Paris du 30 octobre au 3 novembre. Nous arrivons au terme de cette édition. À votre partir, le rappel des points essentiels développés ce soir. De plus en plus de voix continuent de s'élever pour exiger la mise à l'écart des conseillers présidents impliqués dans le scandale de corruption de la BNC. Le groupe Montana, signataire de l'accord du 3 avril, exige également leur départ de manière catégorique. Le Parlement salvadorien a approuvé mercredi l'envoi de 80 soldats pour rejoindre la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, avec 57 votes en faveur sur 60. Ce contingent privilégiera une approche humanitaire plutôt qu'une intervention brute. Et puis le cacao haïtien est mis en avant au Salon mondial du chocolat 2024 à Paris, avec une délégation de 6 entreprises de la filière cacao, soutenues par l'Organisation internationale du travail, OIT, dans le cadre du projet Profit, financé par le ministère norvégien des Affaires étrangères. La 4e édition de Metro News pour cette semaine touche à sa fin. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. On se retrouve lundi prochain. D'ores et déjà, profitez bien de la vie. Bonsoir.